Bonjour, bienvenue à Dido, la direction intégrée des droits de l'homme. À la dernière émission, nous traitions des articles 11 à 18 et je voudrais revenir sur la formulation de l'alinéa 2 de l'article 16 qui disposait ainsi que le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Je disais à l'émission précédente que le mariage ne peut être conclu que par. Par est une compréhension de cette disposition, mais la formulation à l'alinéa est ainsi: le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Autant à l'article 16, qui traite de la liberté de pensée, de conscience et de religion, il faut noter que la formulation rigoureuse est: toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester, seul ou en commun. Donc, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Donc, c'est une liberté fondamentale qu'il faut comprendre par la liberté de quiconque à pouvoir changer de religion ou de conviction, mais également par la liberté de quiconque à pouvoir manifester sa religion ou sa conviction. Ceci étant compris à l'article 18, nous allons à présent énoncer l'article 19 que nous annoncions. Toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Il s'ensuit à l'article 20 que toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. À l'alinéa 2 de cet article, nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Donc, nous voyons que de l'article 18 à l'article 20, la liberté se fait entendre à la pensée, à la conscience et à la religion, ainsi que par leur manifestation. C'est également le cas à l'opinion
et à son expression, mais aussi à la réunion et à l'association. Autant les familles étaient relatives aux droits énoncés à l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, par la compréhension de la famille qui découle de la liberté de se marier et de fonder une famille par l'homme et la femme en tant que couple, autant les libertés fondamentales énoncées sont relatives à la notion générale de liberté qui continue à s'exprimer par l'article 21, qui dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. À l'alinéa 2, toute personne a droit à accéder aux fonctions publiques de son pays. À l'alinéa 3, la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure assurant la liberté du vote. Là encore, la liberté fondamentale se manifeste par le choix des représentants à la direction des affaires publiques d'un pays, mais également par la liberté du vote. Ainsi, nous allons énoncer ce qui rejoint, d'une part, les efforts à fournir dans une liberté plus grande, mais aussi tout ce qui concerne le progrès social et les meilleures conditions de vie identifiées au considérant du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ainsi, à l'article 22, toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. Grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Les notions entendues à travers cet article ramènent à toutes les dispositions ou à tous les considérants qui font état du progrès social et des meilleures conditions de vie. Dans une liberté plus grande. C'est ce que cet article assure, par exemple, en ce qui concerne la sécurité
social. Mais c'est ce qui va se manifester aussi par la protection du travail. À l'article 23, toute personne a droit au travail et au libre choix de son travail, dans des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. À l'alinéa 2, tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire. Sûrement un travail, mais tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. À l'alinéa 3, quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. À l'alinéa 4, toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. La liberté se fait entendre au travail également, par la disposition concernée. À l'article 24, la protection continue en ces termes. Toute personne a droit au repos et au loisir, et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. Non seulement l'article 23 définit le travail par sa protection, mais également par ses effets. À l'article 25, donc, cette protection continue en ces termes pour tout membre de la société ou pour toute personne en tant que membre de la société. Toute personne, à l'article 25, a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment par l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité sociale en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. À l'alinéa 2, la maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale
Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Il s'ensuit donc, à bien entendre ces articles, que le membre de la société est protégé en tant que travailleur, mais aussi du seul fait d'être membre de la société. Et cette protection s'étend doublement aux familles des concernés, dont la vulnérabilité de la maternité et de l'enfance est mise en évidence par l'aide et l'assistance spéciale. Après avoir compris ce qui précède, nous allons à présent énoncer l'article 26 qui traite de l'éducation. À l'article 26, toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. À l'alinéa 2, l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser, l'éducation doit donc favoriser, elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux. Ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Tel est le but fixé à l'enseignement par l'alinéa 2 de l'article 26. D'en conclure que les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. En attendant le développement de l'article 27 à l'article 30. Je vous remercie.